Bonjour et bienvenue à cette formation présentée par la Société de leucémie et lymphome du Canada, intitulée Optimisation des soins en oncologie, soutenir une expérience patient positive en pharmacie communautaire. Je me présente, Pascal Rousseau, je suis gestionnaire des programmes communautaires à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Avant de débuter la présentation principale, j'aimerais vous faire part de notre mission et vous présenter quelques ressources qui pourraient vous être utiles à vous et aux personnes que vous soutenez. À la Société de leucémie et lymphome du Canada, notre mission est d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles en finançant la recherche et en offrant des ressources éducatives, des services et du soutien à la communauté des cancers du sang. Nous mettons à votre disposition un programme de formation continue. Vous pouvez vous inscrire à l'une ou l'autre de nos formations gratuites. Elles sont conçues pour que vous puissiez les suivre à votre rythme. Les formations pour les pharmaciens et les pharmaciennes sont, pour la majorité, accréditées par l'Ordre des pharmaciens du Québec. Nos formations sont toutes offertes par des experts dans le domaine de l'oncologie. Plus de 1500 professionnels de la santé utilisent la plateforme qui propose près de 80 formations en français et en anglais. Vous retrouverez des formations sur les cancers du sang spécifiques, sur les traitements, sur les aspects psychosociaux, sur la survivance au cancer, etc. De nouvelles formations s'ajoutent régulièrement, donc visitez le www.formationcontinuecancerduSang.ca pour vous tenir informé. Nous avons de disponibles sur notre site Internet différents outils éducatifs en différents formats. Balado, vidéos animées, feuillets informatifs, etc., sur les cancers du sang, sur les traitements et sur les aspects psychosociaux du cancer. Tous nos feuillets et livrets peuvent être commandés via notre site Internet. Le tout se fait aisément et est sans frais. Et grâce à notre formulaire électronique pratique, vous pouvez commander du matériel qui sera expédié à votre établissement, le tout en quelques clics seulement. Notez que la majorité de notre matériel didactique peut également être téléchargé via notre site Internet cancerdusang.ca. Vous pouvez également inviter les patients et les patientes que vous soutenez à télécharger sans frais notre appli santé. Cette application facilite le suivi des effets secondaires, de la médication, de l'alimentation, de l'hydratation et plus encore. L'accès peut être partagé pour les proches aidants et vous y retrouverez également un planificateur de repas. L'application peut être téléchargée sur Apple ou Android. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière, Luna Altarbouche, qui est gestionnaire relations pharmacie chez Accessa. Luna a obtenu son doctorat de premier cycle en pharmacie de l'Université de Montréal en 2013 et sa maîtrise en droit et politique de la santé de l'Université de Sherbrooke en 2020. Elle possède une dizaine d'années d'expérience à titre de pharmacienne communautaire. Luna Altarbouche a été chargée du cours droit pharmaceutique à la faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. Elle a aussi siégé sur plusieurs comités relevant du domaine de la pharmacie, notamment le comité régional sur les services pharmaceutiques de l'Estrie. Sa vision d'optimiser le rôle du pharmacien, de la pharmacienne et de la pharmacie communautaire au Québec l'a incité à joindre les rangs d'Accessa en mars 2021. Son rôle consiste principalement à collaborer aux efforts de croissance et de rayonnement de l'entreprise, où elle est responsable d'encourager la participation du réseau des pharmacies du Québec au programme de soutien aux patients d'Accessa et de fournir un encadrement opérationnel pour répondre aux normes de services reconnus. Luna Altarbouche offre une perspective pharmaceutique aux efforts de développement opérationnel et des affaires en cours chez Accessa, incluant la définition des processus opérationnels, le développement technologique et la conception des programmes. Alors, Luna, la parole est à vous. Bonjour, merci Pascal pour cette belle introduction et bonjour à tous et bienvenue à cette session de formation. J'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer à part le fait que je travaille chez Accessa, Accessa qui est une filiale de l'Association québécoise de pharmaciens propriétaires AQPP et le gestionnaire d'une génération de programmes de soutien aux patients.
Avant de démarrer, je tiens à remercier sincèrement la Société de leucémie et lymphome du Canada pour avoir rendu cette formation possible et surtout pour leur soutien aux personnes affectées par les cancers du sang et leurs proches. Cette formation s'adresse principalement aux pharmaciens communautaires qui souhaitent s'initier au domaine de l'oncologie. Voici les objectifs de la présentation. Connaître les enjeux en pharmacie liés au domaine de l'oncologie, revoir le rôle essentiel des pharmaciens dans l'optimisation des soins préventifs, explorer la prise en charge clinique et administrative en oncologie et les moyens d'optimiser ces connaissances, revoir les facteurs contribuant à l'inobservance en oncologie et découvrir des stratégies pour aider les patients à les surmonter. Et finalement, c'est d'effleurer la collecte de données en contexte réel et saisir l'impact étendu du pharmacien au-delà des soins pharmaceutiques. La présentation sera divisée en 3 parties. À la prévention des cancers, les soins pharmaceutiques en oncologie et à la fin, les données du contexte réel. L'objectif principal est de vous fournir un survol général et de vous donner quelques outils et références afin de mieux soutenir vos patients. Permettez-moi de commencer avec une histoire personnelle. En 2012, alors que j'étais en dernière année de PharmD, j'ai été confrontée à une situation particulièrement préoccupante concernant mon père. Il était connu diabétique et il prenait régulièrement son metformin. Son état physique se dégradait de manière inexpliquée. Son médecin de famille de l'époque lui rassurait en lui affirmant qu'il n'avait rien d'alarmant. Toutefois, moi, mes inquiétudes persistaient. Nous avons alors cherché un autre avis médical qui a abouti à une prescription de glyburide. Malheureusement, le diabète n'était pas à l'origine de cette détérioration. On a fini par rencontrer un spécialiste qui a pris mon père en charge et elle a fait des examens. À la suite d'un simple examen physique, elle a remarqué un élargissement au niveau du foie. Ses yeux trahissaient un peu son inquiétude, ce qui a fait en sorte finalement d'amener des études plus poussées, un bilan hépatique qui a révélé des valeurs d'ALT et AST 10 000 fois supérieures à la normale. C'est vraiment un grand chiffre, 10 000 fois. À partir de là, il nous a orientés vers l'hôpital où est-ce qu'on a été en prise en charge. Mais le processus de diagnostic a été long et angoissant. Mon père, qui avait toujours été fort, semblait pour la toute première fois fragile et anxieux. J'étais là à ses côtés pour chaque rendez-vous, pour faire mon mieux. Quoi d'autre je pouvais faire. Cependant, le diagnostic tardait à venir. J'ai décidé alors de prendre les devants. Et avec le consentement de mon père, l'hôpital m'a accordé l'accès à son dossier. J'ai regardé les annotations écrites en caractères minuscules. C'était écrit « tumeur neuroendocrine métastasique au foie, potentiellement d'origine pancréatique ». J'ai dû amener cette nouvelle à mes parents et leur expliquer la situation. On a par la suite eu un rendez-vous avec l'oncologue et on a fait un plan de traitement avec le sunitinib et l'octreotide acétate. Comme ce sont des médicaments d'exception, le médecin a soumis une demande à la RAMQ qui a malheureusement été refusée pour une erreur administrative. Une autre demande a été soumise par la suite. Il était primordial pour moi de ne pas révéler ces demandes à mon père parce que je voulais qu'il se concentre sur sa santé. C'est bien plus tard que nous avons découvert l'existence des programmes de soutien aux patients qu'on pouvait avoir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je m'intéresse aux enjeux qui sont liés à l'accès au traitement et pourquoi j'avais envie aujourd'hui de vous parler de l'expérience de patients en oncologie. Et vous, est-ce que vous-même ou quelqu'un de votre entourage avez été atteint par le cancer? La réponse est fort probablement oui. L'histoire de mon père est loin d'être unique, malheureusement. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un pour un cancer? Au Québec, le cancer est devenu, depuis les années 2000, la première cause de mortalité devant les maladies cardiovasculaires. On estime que 2 Québécois sur 5 développeront un cancer et 1 personne sur 4 en mourra. Par ailleurs, la survie au cancer s'est améliorée, contribuant à un accroissement du nombre de personnes vivant plus longtemps à la suite d'un diagnostic de cancer. En revanche, les personnes atteintes de cancer sont susceptibles de présenter des symptômes liés à la maladie, des effets secondaires liés au traitement, parfois à très long terme. De ce fait, l'implication du pharmacien communautaire est primordiale dans la prise en charge de ces patients.
En ce qui concerne l'épidémiologie, selon les statistiques canadiennes sur le cancer, en 2023, on estime que plus de 239 000 Canadiens ont reçu un diagnostic de cancer et que près de 87 000 en décéderont. Les cancers du poumon, du sein, de la prostate et les cancers colorectaux représentent près de la moitié des nouveaux cas diagnostiqués. La survie au cancer a augmenté, bien qu'elle varie considérablement selon le type de cancer et le stade au moment du diagnostic. Dans les années 90, la survie à 5 ans, tout cancer confondu, était seulement 55. Mais des estimations plus récentes indiquent qu'elle est désormais de 64 %. Au niveau des coûts, il y a une augmentation constante des coûts qui sont liés au cancer au Canada, passant de 2,9 milliards de dollars en 2005 à 7,5 milliards de dollars en 2012. En termes de coûts totaux sociétaux qui sont liés au cancer, ça devrait atteindre 26 000 milliards au Canada en 2021, ce qui représente un fardeau économique important. Avec davantage de patients diagnostiqués vivant plus longtemps et la montée des médicaments par voie orale, les pharmaciens jouent un rôle de plus en plus crucial dans la prise en charge des patients. Si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas pour mon histoire personnelle. Nous avons eu une discussion sur les défis en oncologie avec un autre comité consultatif qui est composé de pharmaciens et pharmaciennes communautaires. Ils nous ont soulevé les points suivants. La complexité de traitement, que ce soit la toxicité, l'index thérapeutique étroit, les interactions médicamenteuses, les posologies et les régimes complexes. L'évolution rapide et constante des traitements, l'importance de l'adhésion au traitement. Les pharmaciens nous ont aussi parlé de la disparité de la prise en charge interrégionale et inter-établissement et la disparité des définitions de rôles et responsabilités des intervenants en lien avec les médicaments antinéoplasiques par voie orale. Et finalement, ils nous ont mentionné le manque de données, particulièrement pour les issues à long terme et pour les populations sous-représentées dans les études cliniques. D'autres défis sont encore plus spécifiques et constatés sur le terrain. Les délais de couverture qui peuvent aller entre 4 à 6 semaines, l'éducation du patient en tant que tel et ses proches aidants, parce que les patients se fient sur nous comme pharmaciens pour vulgariser ce qu'ils ont appris avec l'oncologue, la gestion de l'émotivité du patient et leurs proches. Les patients ont besoin d'accompagnement pour comprendre les procédures. Ils arrivent en pharmacie communautaire et demandent qu'on leur clarifie le tout, alors que le pharmacien reçoit seulement une prescription. La multitude des programmes de soutien aux patients qui changent à chaque fois que le patient change de traitement et les programmes de gestion de risque. Et finalement, le dirigisme. Les patients sont parfois dirigés vers une pharmacie qui n'est pas la leur. Et de ce problème en découlent les enjeux qui sont liés à la fragmentation du dossier patient. Nous aurons l'occasion de revoir quelques-uns de ces enjeux plus tard, plus en détail à travers la formation. Pour maintenant, on peut débuter par le rôle du pharmacien communautaire dans la prévention des cancers. Savez-vous combien de cancers peuvent être évités? 5 %, 10 %, 20 % ou 40 %? En effet, on peut prévenir 4 cas de cancer sur 10. Et cela, c'est en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent la santé. Imaginez la souffrance épargnée, imaginez les coûts et les traitements évités, le meilleur rendement de notre système de santé et des personnes affectées. Moi, ça me réjouit de savoir qu'on peut prévenir autant. Regardons maintenant les facteurs de risque modifiables et leurs impacts. Cette figure illustre le nombre de cas de cancer diagnostiqués au Québec en 2015 qui étaient dus aux principaux facteurs au risque modifiable. C'est pour vous donner une idée de grandeur sur ces facteurs qui sont le tabagisme, l'inactivité physique, la faible consommation de fruits et légumes, l'excès de poids, le VPH, la consommation d'alcool, l'exposition au soleil, etc. Cette année, plus de 200 000 Canadiens se feront dire « Vous avez le cancer ».
Approfondir nos connaissances sur les facteurs de risque plus importants peut aider à prévenir le cancer, à l'arrêter même avant qu'il n'apparaisse. Alors, pour avoir plus d'informations sur les facteurs de risque, je vous propose de consulter l'étude Compare qui a étudié ces facteurs de risque et vous avez la référence sur la diapositive. Comment, comme pharmacien communautaire, on peut agir sur ces facteurs modifiables? Examinons ensemble 4 interventions à effectuer auprès de vos patients. Commençons par la cessation tabagique. 27% de tous les cas de cancer sont attribuables au tabagisme. Chaque année, plus de 800 Canadiens non-fumeurs décideront de la fumée secondaire. Imaginez. Plus de 50 000 cas de cancer pourraient être évités d'ici 2042 si davantage de Canadiens arrêtaient de fumer ou ne commençaient même pas à fumer. C'est en discutant avec vos patients, en leur donnant votre accompagnement et votre soutien, ainsi qu'en leur proposant des thérapies de cessation tabagique que ces derniers pourront y parvenir. Deuxième intervention, concernant la prévention du VPH. La plupart des personnes sexuellement actives seront exposées au VPH à un moment donné de leur vie. Le virus peut être présent de manière asymptomatique, ce qui signifie qu'une personne peut être porteuse et le transmettre sans même le savoir. Heureusement, il est possible de réduire le risque et de contracter ou de propager le VPH. Comment on peut faire ça? Mais comme pharmacien, vous pouvez effectuer l'évaluation du statut vaccinal, vacciner les patients éligibles, vous éduquer vos patients sur les comportements qui sont sécuritaires afin de réduire les risques et finalement les référer au médecin pour un dépistage au besoin. La troisième intervention, c'est la protection solaire. On ne peut jamais en parler assez. Environ 90% des cancers de la peau sont associés à une exposition aux rayons ultraviolets, soit au soleil directement ou les lits de pontage. Conseiller sur la bonne utilisation des écrans solaires peut aider énormément. Vous pouvez accorder une attention particulière aux patients qui prennent des médicaments photosensibilisants et surtout démystifier les mythes. Par exemple, dites à vos patients qu'avoir un bronzage de base ne peut pas protéger contre les coups de soleil avant les vacances. Et finalement, les mesures non pharmacologiques. Ne sous-estimez pas les modifications du mode de vie. Une alimentation saine et équilibrée, riche en légumes et fruits, la pratique régulière d'une activité physique et le maintien d'un bon poids, santé, sont tous associés à une meilleure santé générale et une réduction de risque global de cancer de 30 à 40%. Il faut noter aussi que la consommation d'alcool était liée à 7 000 nouveaux cas en cancer en 2020 au Canada. Si la consommation d'alcool était réduite de moitié, aujourd'hui même, plus de 70 000 cas de cancer pourraient être évités au cours des 2 prochaines décennies. Soit pour dire que la prévention demeure le meilleur remède. Nous avons fini la partie sur la prévention. La deuxième partie va porter sur la prise en charge des patients en oncologie, la prise en charge clinique, administrative et aussi l'observance au traitement. On commence par la prise en charge clinique. Vrai ou faux? La surveillance des thérapies oncologiques orales relève de l'équipe hospitalière comme dans une thérapie intraveineuse. Vous l'avez bien deviné, c'est faux. Selon l'article 17 de la loi sur la pharmacie, l'exercice de la pharmacie consiste à évaluer et assurer l'usage approprié des médicaments afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques, à préparer, à conserver et à remettre les médicaments dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d'offrir le soulagement approprié des symptômes. Et si on regarde du côté du Code de déontologie, l'article 33 nous dit: lorsqu'il fournit un service pharmaceutique à un patient, le pharmacien doit évaluer et assurer l'usage approprié de sa thérapie médicamenteuse afin notamment de détecter et de prévenir les problèmes pharmacothérapeutiques. Donc, ça veut dire la validation unique, validation contenant-contenu, ne répond que partiellement à son obligation professionnelle. Puisqu'en tant que pharmacien, vous en êtes responsable, posez-vous la question suivante. Connaissez-vous les médicaments antinéoplasiques administrés par voie orale, ce qu'on appelle plus couramment les MAVO? Voici quelques exemples de MAVO. Il y a en réalité une centaine.
Outre la chirurgie, la radiothérapie, l'approche pharmacologique était l'une des modalités thérapeutiques les plus utilisées. Elle est encore l'une des modalités les plus utilisées dans le traitement du cancer. Au cours des 2 dernières décennies, des progrès majeurs ont été accomplis dans la compréhension des cascades enzymatiques à l'intérieur de la cellule, de leur interaction avec le système immunitaire, vraiment un progrès phénoménal. Ce qui a fait en sorte que l'arsenal thérapeutique a grandement évolué avec l'arrivée des thérapies ciblées orales et de l'immunothérapie. Les pharmaciens communautaires sont ainsi plus exposés à des traitements complexes qu'auparavant. Le nombre grandissant de thérapies oncologiques orales a provoqué le transfert de ces patients qui étaient jadis pris en charge par l'hôpital vers le milieu communautaire. Une enquête en 2014 auprès des pharmaciens en exercice dans 5 provinces canadiennes a collecté des réponses de 352 pharmaciens. Seulement 24 des pharmaciens ayant répondu euh, connaissaient les doses courantes d'agents anticancéreux oraux et seulement 9% de ces pharmaciens-là se sentaient à l'aise pour informer leurs patients sur ces médicaments. Là, il faut penser à l'éducation et à la formation des pharmaciens sur les agents anticancéreux oraux. En 2015, il y a eu une analyse multi-incidents qui a identifié quelques défis liés à l'utilisation des agents de chimiothérapie péros dans divers milieux de soins. Il a mis en évidence que le manque de connaissances en oncologie chez les professionnels de la santé en général peut contribuer au risque d'erreurs médicamenteuses. Ça veut dire que le pharmacien peut jouer un rôle dans la prévention de ces erreurs. En février 2024, l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires a fait un sondage auprès de ses membres. Elle a collecté les réponses de 219 pharmaciens propriétaires. 84% de ces pharmaciens considèrent avoir les compétences pour servir les médicaments de spécialité, dont les médicaments oncologiques. Alors, il faut tout simplement se faire confiance. La réalité est donc il y a une croissance du nombre de patients sous MAVO. Il y a une diversification de traitements oncologiques. Pensons aux thérapies ciblées, pensons à la chimiothérapie orale, les thérapies hormonales et surtout aux différentes combinaisons de ces traitements. De plus, la rapidité du virage ambulatoire actuel du milieu hospitalier vers le milieu communautaire a pour conséquence que les rôles de différents intervenants ne sont pas tout à fait bien clairs et ce nécessite une collaboration étroite entre tous les intervenants pour assurer la surveillance adéquate et éviter le bris de continuité de soins. Alors, il y a une croissance du nombre de patients sous MAVO et le rôle des intervenants n'est pas très bien défini. Mais la responsabilité professionnelle des pharmaciens, elle demeure la même. En effet, l'article 34 du Code de déontologie nous indique que le pharmacien doit, je dis bien doit, exercer la pharmacie avec compétence et selon les données scientifiques acceptables et les normes professionnelles reconnues. Ce qui veut dire qu'il doit développer, parfaire et tenir à jour ses connaissances et habiletés. Ça veut dire que c'est de votre responsabilité comme pharmacien de vous tenir informé, de vous garder compétent dans la dispensation et les soins pharmaceutiques liés à ces traitements-là. Toutefois, vous n'êtes pas tenu, bien évidemment, de connaître tous les traitements et tous les protocoles en oncologie sur le bout des doigts. Ce serait vraiment peu réaliste. Je vous propose alors une séquence ou quelques références que vous avez sur l'écran que vous pouvez utiliser et consulter quand c'est nécessaire. Voici la séquence que je vous propose, une étape à suivre pour évaluer quand vous avez des questions à proposer, vous avez un patient devant vous puis vous voulez l'aider. Première chose, consultez le GEOC. Si vous n'avez pas une inscription au GEOC, c'est la première chose à faire, inscrivez-vous. Il y a une application mobile qui est déjà aussi disponible. Si vous n'avez pas un plan de traitement ou si vous n'avez pas une prescription qui est très lisible avec les détails, recherchez la prescription standardisée sur le GEOC pour mieux comprendre le traitement. Après avoir consulté le GEOC, référez-vous à la monographie. C'est une source d'information à ne pas négliger. Il y a d'autres références que vous pouvez aussi consulter comme le BC Cancer, OnCible, CAFO, Cancer Care Ontario.
plusieurs que vous avez sur votre écran. Après avoir suivi toutes ces étapes-là, si vous avez des questions qui persistent, n'hésitez pas à contacter le pharmacien hospitalier ou l'infirmière pivot. Vos recherches préalables vous permettront d'avoir tous les éléments nécessaires pour poser les questions pertinentes et obtenir les réponses qui vous orientent dans la bonne prise en charge. Je vous invite aussi à scanner le code barre sur votre écran. Il y a une liste plus complète de références et surtout aussi de formations continues que vous pourrez suivre. Maintenant, passons à la prise en charge administrative. La gestion administrative est un mal nécessaire. Afin d'offrir un meilleur soin à vos patients, il faudrait quand même que vous vous occupez de ces aspects-là. Il faut établir des processus pour gérer de manière proactive les demandes de remboursement. Bien que cela ne relève pas strictement de la responsabilité du pharmacien, ces tâches-là s'encombrent souvent en pharmacie communautaire. Alors, il en va de même pour ce qui est l'aide financière et le dose de compassion. Alors, il est important de se familiariser avec les règlements en vigueur et de discuter avec l'équipe de la manière dont vous allez les gérer. La gestion des programmes de soutien aux patients. Ça, c'est un volet très important parce qu'il y a de plus en plus de programmes de soutien aux patients pour les médicaments de spécialité au Canada. Il y a à peu près 400 programmes de soutien aux patients total, dont 175 qui concernent les médicaments en oncologie. Par la suite, il y a les programmes de gestion de risque ou de distribution contrôlée. Ce sont des modalités ou des exigences de Santé Canada. Prenons par exemple l'énalidomide, qui fait partie d'un programme de distribution contrôlée en raison du risque de malformation congénitale. Ce programme exige que le prescripteur, le patient, la pharmacie s'inscrivent et se conforment à des exigences pour prévenir le risque d'exposition embryonnaire. Pour les pharmacies, des règles strictes sont en place, comme la recertification annuelle du personnel, la tenue des registres, le respect de certaines exigences en matière de conseil avant chaque distribution. Et finalement, vous jouez un rôle très essentiel dans le soutien et l'orientation des patients vers les ressources communautaires qui sont disponibles. Parce que ça prend un village quand on parle d'oncologie. Le pharmacien communautaire, il fait partie intégrante de l'équipe interdisciplinaire en oncologie et ça aide à accroître la qualité des soins aux personnes qui sont atteintes. Vous pouvez acquérir les connaissances cliniques, mais il faut aussi comprendre la structure organisationnelle du réseau pour pouvoir référer votre patient à la bonne personne. Si vous scannez le code barre, vous allez trouver une liste non exhaustive des ressources communautaires, telles que la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ces organismes offrent un soutien personnalisé et adapté aux besoins de vos patients. Regardons maintenant l'observance. En réalité, il y a des mauvais résultats de traitement qui sont liés à la non-observance, comme la progression du cancer et une mortalité accrue. Bien que les patients, généralement, qui sont atteints de cancer, ils ont une tendance un peu plus élevée à être observants que la population générale, il reste qu'ils rapportent des taux d'observance qui sont plus élevés que ceux qui sont mesurés en réalité. Mais l'impact de la non-observance est tellement grand. Même des niveaux faibles de non-observance, par exemple manquer seulement 4 doses par mois d'un traitement quotidien, on parle par ici notamment d'une thérapie ciblée avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase, ça a été associé à une réponse de traitement beaucoup plus faible. Les patients avec une observance d'environ 90% à la thérapie avaient la meilleure réponse et le meilleur pronostic, tandis qu'une observance plus faible, elle était associée à une plus grande résistance au traitement, à l'échec et à la progression de la maladie. De même, des niveaux faibles de non-observance à la thérapie par la mercaptopurine chez les patients pédiatriques atteints de leucémie lymphoblastique aiguë ont été liés à un risque accru d'onsie. Les patients qui prennent moins de 95% de leur dose étaient 2,5 fois plus susceptibles de rechuter. Alors, on vise vraiment des taux très élevés d'observance. Mais selon vous, quelles sont les principales raisons de l'inobservance en oncologie?
Les facteurs qui affectent l'observance peuvent être regroupés. Il y a les facteurs qui sont liés au patient, il y a des facteurs qui sont liés à la maladie, des facteurs qui sont liés au traitement en tant que tel, et des facteurs qui sont liés aux prestataires de soins ou au système de soins de santé. Parmi les facteurs qui sont liés aux patients, on retrouve les facteurs psychosociaux tels que la dépression et l'anxiété. Ils sont plus fortement corrélés à la non-observance et aux mauvais résultats du traitement. On y retrouve aussi les maladies mentales, les déficits cognitifs, les handicaps physiques comme les troubles de la vue, la mobilité réduite et les difficultés à avaler. En revanche, une bonne compréhension de la maladie, l'état d'esprit positif du patient, comme la croyance en l'efficacité du traitement, sont associés à l'amélioration de l'observance. Pour ce qui est des facteurs liés à la maladie, il y a tel qu'un cancer au stade précoce ou avec peu ou pas de symptômes, un cancer très, très avancé, ces facteurs-là sont plutôt associés à un effet négatif sur l'adhésion au traitement. Probablement parce que les patients perçoivent le traitement comme inutile ou moins utile que dans d'autres cas. De l'autre côté, lorsque le cancer est moins avancé, lorsque les symptômes sont présents, l'adhésion est meilleure. Puis ça aussi, c'est probablement dû parce que les patients perçoivent la maladie et les symptômes comme traitables. Et en ce qui concerne les facteurs qui sont liés au traitement, mais en général, on parle des schémas posologiques de médicaments plus complexes, les durées plus longues, euh, les médicaments qui présentent davantage d'effets secondaires, ces éléments sont fortement liés à un effet négatif sur l'adhésion. Les schémas thérapeutiques qui nécessitent aussi que les patients modifient leur routine, modifient les heures de sommeil ou les repas, ça aussi, c'est associé à la non-adhésion. De l'autre côté, si les schémas thérapeutiques sont simples, qui nécessitent moins de comprimés ou de doses par jour, où il y a moins d'effets secondaires, sont associés à une meilleure adhésion. Et finalement, si on prend la quatrième catégorie, les facteurs qui sont liés aux fournisseurs de soins ou système de santé. Les patients qui sont atteints de cancer, qui développent un lien fort avec l'équipe de soins et qui reçoivent un conseil approprié sur les effets secondaires, ont montré des taux d'adhésion plus élevés et signalent également une amélioration de leur bien-être. Alors, comment aider nos patients à optimiser l'observance? C'est vraiment assez simple. C'est en adoptant une approche centrée sur le patient. Comme dans d'autres traitements, ça s'applique en oncologie. Mais le cancer est une expérience vraiment humaine. Vous avez quelques piliers qui peuvent vous aider à comprendre le point de vue du patient. Premier point de vue du patient, le patient veut se sentir que il est un individu unique. Je suis unique. C'est un dire, je voudrais être perçu comme un individu avec des préférences uniques et une vie plus vaste que la maladie, la famille, le travail, la culture. Par exemple, si vous faites un suivi des effets secondaires comme la fatigue, on peut demander au patient quel est l'impact de cette fatigue sur la vie? Est-ce que ça leur empêche de travailler? Est-ce que ça leur empêche de prendre les petits-enfants dans les bras? Deuxième pilier, comme patient, je me sens respecté. Recevoir des soins qui sont dispensés de manière constante et continue, qui prennent en considération le temps et les préférences du patient. Troisième pilier, comme patient, je me sens en contrôle. Je suis autonome. Alors, participer activement à la prise en charge en recevant des informations qui sont adaptées, qui facilitent la prise en décision et qui favorisent l'autosoin. Et le quatrième point, comme patient, je suis soutenu. Recevoir du soutien pour les besoins physiques, émotionnels et pratiques de manière à alléger les préoccupations et dans le respect de la culture du patient. Les pharmaciens peuvent vraiment contribuer positivement à l'adhésion en répondant aux questions, aux préoccupations des patients, en reconnaissant la non-adhésion. C'est la première étape, savoir qu'un patient est non-adhérent, et en fournissant une éducation adéquate aux patients et en utilisant les bonnes méthodes de communication. Je vous invite aussi à lire la référence qui est citée sur votre diapositive. Elle est riche en informations. Les méthodes de communication dont on parlait qui sont adoptées, elles devraient prendre en considération les préférences de chaque patient.
La relation entre la personne atteinte de cancer et le clinicien qui donne des soins, ben, elle devrait être fondée sur la réciprocité, sur l'écoute active, le partage de connaissances et surtout sur les préférences des patients. Pourquoi? Parce qu'il existe souvent un écart entre ce que les patients et leurs familles souhaitent et ce que les prestataires de soins de santé pensent que ces derniers veulent. Alors, cet écart est encore plus marqué chez certaines populations. Il est donc crucial de porter une attention particulière aux besoins spécifiques des personnes à faible revenu, des peuples autochtones et des immigrants, entre autres. Cela permettrait une approche plus personnalisée des soins pour créer une expérience positive pour le patient en fonction de ce que le cancer représente pour chaque patient. On arrive à la dernière section de notre présentation. Pour cette section, nous allons prendre une vue un peu plus macro sur un besoin de l'ensemble des patients atteints de cancer, qui est le manque de données du contexte réel. En tant que pharmacien spécialiste des médicaments, nous avons un rôle qui dépasse le cadre de traitement de nos patients. Nous avons un engagement, je dirais un devoir même envers la société et la science. Nous sommes privilégiés par nos relations avec les patients, par notre accès à l'information, par notre expertise clinique et scientifique. Tous ces éléments-là ensemble sont essentiels pour recueillir des informations pertinentes et contribuer à l'avancement des connaissances en matière de traitement. Pourquoi on en parle de traitement ou des données en contexte réel? Parce que traditionnellement, c'est les études cliniques randomisées qui constituaient la pierre angulaire et la méthode préférée pour démontrer l'efficacité et l'innocuité des produits pharmaceutiques. Ce qui est toujours le cas, puis qui est important de garder ces études cliniques randomisées. Toutefois, cette méthode présente plusieurs lacunes. Par exemple, le déroulement, il se fait dans un cadre très strict, non représentatif de la réalité des traitements des patients tous les jours. Les données qui sont insuffisantes pour valider la valeur thérapeutique aussi à long terme. Il y a certaines populations qui sont exclues, qui sont sous-représentées dans ces études-là. C'est pour cela que les données et preuves du monde réel viennent combler ces lacunes et apportent une nouvelle source de données sur l'utilisation réelle de ces traitements. Mais de quoi on parle? C'est quoi au juste les données et les preuves du contexte réel? Il n'y a pas de définition unanime de ce que sont les données et les preuves du contexte réel et c'est pourquoi nous allons utiliser celle de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé. Les preuves du contexte réel, puis en anglais on appelle Real World Evidence, RWE, ce sont des données probantes qui concernent l'utilisation, l'innocuité et l'efficacité d'un produit médical ou d'une technologie médicale ou d'un médicament qui sont obtenus de l'analyse de données produites dans la réalité des milieux de soins de santé. Puis le mot aussi, réalité, est très important. Tandis que les données du contexte réel, de l'anglais RWD, qui est le Real World Data, sont des données de l'information qui sont obtenues hors de l'essai clinique classique, qui sont au sujet de la personne. Alors, elles reflètent les résultats dans le contexte d'un système de santé particulier. Si on parle brièvement, ce sont des données qu'on collecte à l'extérieur, des données des études cliniques qui sont intéressantes pour comprendre la réalité et le déroulement d'un traitement, les résultats d'un traitement dans la vie de tous les jours et sur une population représentative. Plusieurs décideurs et instances d'évaluation ont pris en considération les données et preuves du contexte réel dans le processus d'évaluation. Par exemple, l'INES a mis à l'épreuve sa stratégie dans une exploration des données clinico-administratives en tant que moyen d'évaluer les inhibiteurs de la tyrosine kinase du récepteur du facteur de croissance épidermique. Les ensembles de données de l'étude comprenaient les médicaments délivrés, les résultats de laboratoire et les lignes de traitement. Alors, c'était vraiment, on a évalué la survie globale des patients recevant cette thérapie et comparé ce chiffre aux résultats rapportés dans les études publiées. Dans l'ensemble, les performances du monde réel de ces agents-là ont été similaires aux résultats observés dans la plupart des études cliniques. L'étude aussi a démontré qu'il a fallu 5 ans pour intégrer pleinement ces agents-là dans la pratique québécoise, ce qui a incité l'INES à souligner la nécessité de promouvoir l'éducation sur les nouvelles thérapies pour permettre une adoption plus rapide.
Un autre exemple, c'est le trifluridine tipiracil pour le traitement du cancer métastatique de l'estomac. Alors, c'est le premier traitement systémique de troisième intention standardisé au Canada pour ces cancers. Cette étude, elle a suivi 123 patients sous ce traitement pendant 2 ans. Le programme de soutien aux patients, il a recueilli des données de base sur l'âge, le diagnostic primaire, le traitement antérieur, toutes les données. Ça nous donne une idée sur la tendance d'aller chercher de l'information dans le contexte réel et non pas seulement dans un contexte expérimental. Chez Accessa, en collaboration avec la QPP et l'INES, nous avons mis en place un projet pilote comme preuve de concept de la faisabilité et la pertinence de la collecte de données en pharmacie communautaire. Alors, c'est une innovation dans le monde de la pharmacie pour aller chercher ces informations-là grâce à l'infrastructure technologique et un réseau étendu de la pharmacie communautaire. Le projet a choisi Paxlovid comme médicament pour faire la preuve de cette collecte de données-là. On a commencé par une conception du programme, la configuration de la plateforme et surtout la communication avec les pharmaciens qui ont commencé à inscrire et ont débuté la collecte de données. Le principe est vraiment simple. Pour chaque patient, il y a un dossier patient qui inclut les données démographiques, la date de naissance, la race, le code postal, la pharmacie, etc. Et 2 interventions ont été prévues dans le cadre de ce programme-là. Une collecte de données initiale au début de traitement, qui concerne le poids, la taille, la fonction rénale, le statut vaccinal, les infections COVID antérieures, etc. Et une deuxième collecte de données 14 jours plus tard pour évaluer les issues de traitement, comme l'observance, comme l'évolution du patient, les visites à l'urgence, l'amélioration, les effets secondaires, etc. On a réussi à collecter de l'information sur plus de 1000 dossiers patients. Les données collectées et anonymisées sont désormais entre les mains des scientifiques spécialisés de l'INES. Une étude maintenant est en cours de préparation qui vise à évaluer l'efficacité des pharmaciens communautaires dans la collecte de données en contexte réel dans le cadre de la pandémie de la COVID-19 due aux informations qui ont été collectées. Mais l'INES est d'avis que notre modèle de collecte de données permet de mieux comprendre la valeur des interventions pharmaceutiques, en particulier dans les domaines où l'on constate un manque de données probantes. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un manque de données dans le contexte réel en oncologie et il va probablement avoir de plus en plus de collectes de données en situation réelle dans le monde réel des patients dans vos pharmacies. C'est visionnaire, mais nous tournons le regard vers l'avenir. Pour connaître plus d'informations, si ça vous intéresse, sur ce projet-là, vous pouvez scanner le code barre et avoir accès au livre blanc. Pour conclure, nous assistons vraiment à un changement de paradigme. Traditionnellement, nous avons envisagé le cancer comme un combat avec un début et une fin clairement définis. Nous y faisons face. Si le cancer, si on a de la chance, ben, on va sortir triomphant. Sinon, c'est le cancer qui l'emporte. Heureusement, les progrès récents dans les traitements remettent en question cette perspective. Ça transforme le cancer en une condition chronique, loin d'être nécessairement fatale. Tel est le cas de mon père qui suit toujours en date d'aujourd'hui ses traitements en oncologie, des traitements qui n'existaient même pas au moment de son diagnostic. Les traitements ont évolué, le rôle du pharmacien a évolué, la prévention, la prise en charge clinique, la prise en charge administrative des traitements, notre rôle dans l'optimisation de l'observance, dans la collecte de données. Alors, avec ce changement de perspective, nous sommes vraiment confrontés à une gestion de ces maladies chroniques sur le long terme. Il faut être formé, informé, il faut être présent pour les patients, non seulement lors des moments intenses, mais tout au long de ce marathon de soins. Alors, au nom de vos patients, je tiens à vous remercier pour votre écoute attentive et surtout pour vos soins inestimables. Pour toute question, commentaire, n'hésitez pas à me rejoindre par courriel ou par téléphone.
D'ici là, merci au plaisir. Merci encore, Pascal, de m'avoir invité à cette formation. Je te passe la parole. Bien, merci beaucoup, Luna, pour cette présentation. Nous vous invitons à accéder à la plateforme de formation continue pour visionner d'autres formations disponibles pour vous. Et finalement, je vous rappelle que vous pouvez commander du matériel qui vous aidera à diriger les patientes et les patients et leurs familles vers nos services, comme nos feuillets détachables. N'hésitez pas à les diriger vers nous le plus tôt possible après le diagnostic. Nous pouvons les aider à se préparer à ce qu'ils ont nommé comme étant l'étape la plus difficile de leur expérience du cancer, soit l'annonce du diagnostic à leur famille. Alors, merci beaucoup et à très bientôt.